À la une de l'actualité de ce jour, une veillée de prière, de délivrance et d'évangélisation a été organisée à Bingerville par la mission pentecôtiste internationale Le Bon Berger de la prophétesse missionnaire Alice Nguessan. Adoration matinale, ce programme mensuel de prière et de délivrance initié par le frère Gérard Soulé était à son édition d'avril 2017. Continent africain, un mois après sa nomination, le premier ministre de la RDC, Bruno Tshibala, a dévoilé la liste de son gouvernement. Au Ghana, l'enseignement de la langue française sera inclus dans le programme scolaire. Le président Nana Akufo-Addo a fait l'annonce au Togo. Sur le plan international, le nouveau chef de l'État français Emmanuel Macron se lance dans la course aux législatives pour se donner une confortable majorité. Madame, Messieurs, bienvenue et merci de vous informer sur Béni TV, la chaîne des bénis. Au chapitre Religion, la mission pentecôtiste internationale Le Bon Berger de la prophétesse missionnaire Alice Nguessan a organisé le vendredi 28 avril 2017 une veillée de prière, de délivrance et d'évangélisation à Bingerville. Cette veillée de prière, qui avait pour but de gagner des âmes à Jésus-Christ, a été marquée par de nombreuses guérisons. Il ne se passe plus une semaine sans que la mission pentecôtiste internationale Le Bon Berger de la prophétesse missionnaire Alice Nguessan n'investisse une localité ivoirienne pour arracher les âmes au royaume des ténèbres. Ce fut encore le cas le vendredi 28 avril 2017 au cours d'une veillée de prière, de délivrance et d'évangélisation à Bingerville, quartier Berlin. Le peuple de Dieu, qui a fait nombreux le déplacement, a loué l'Éternel sous la conduite de chantres invités. Comme à l'accoutumée, la servante de Dieu a présenté Jésus-Christ, le Sauveur du monde, comme la solution parfaite aux maux du siècle présent. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Si la sorcellerie se manifeste, c'est qu'il y a la grâce de Dieu ici. C'est qu'il y a un enfant béni de Dieu ici. C'est qu'il y a une femme bénie de Dieu ici. L'homme rempli de la puissance du Saint-Esprit. Quand il sent ce verdict-là, les démons reculent, les sorciers reculent, les marabouts reculent, les féticheurs reculent. À cet appel, des dizaines de personnes ont répondu et décidé d'accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Il s'en est suivi des révélations pointilleuses, des délivrances et des guérisons, le tout dans l'effusion du Saint-Esprit. La puissance de Dieu commence à inonder sa vie. Je vous dis, il ne va plus s'arrêter. C'est la richesse qui a commencé comme ça. C'est la richesse qui a commencé comme ça. Attrapez-le. C'est la richesse qui a commencé comme ça. J'ai dit, faites attention. Ce soir, la puissance de Dieu est en mouvement. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? C'est les démons qui veulent te rendre malade. C'est des gens qui veulent te rendre malade. C'est des personnes qui veulent te rendre malade. Approche, c'est toi. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Cette femme va rendre témoignage. Elle va rendre témoignage. Dieu me dit, elle a prié la Dieu Seigneur. À cause de moi, il faut sauver ma famille. À cause de la sorcellerie. Dieu me dit, les gens meurent dans sa famille de manière spectaculaire. Elle ne comprend pas. Il y a l'esprit de mort. Chaque fois, il y a quelqu'un qui meurt. Elle a parlé à Dieu. Dieu me dit, il a entendu ta prière. Je vous dis, la puissance de Dieu est là. Oh, la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit te merci Saint-Esprit. Tu l'as libéré par la puissance de Saint-Esprit. Touche maintenant même au nom de Jésus. La bénédiction qui vient de À la mission pentecôtiste internationale Le Bon Berger de la prophétesse missionnaire Alice Nguessan, la grande commission, celle d'aller gagner le monde entier à Jésus-Christ, s'applique au quotidien et sans relâche. Le 29 avril dernier s'est tenue l'édition d'avril 2017 de Adoration matinale, un programme mensuel de prière et de délivrance initié par le frère Gérard Soulé. Et comme à l'accoutumée, ce programme a eu pour cadre la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan, Plateau.
Adoration matinale, c'est le grand temps d'adoration et d'écoute qui a été organisé par le berger Gérard Soily à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Cet événement a été arrosé de louanges et de danse. Bien plus, ce temps d'adoration a été gravé en lettres d'or du fait de la dédicace du premier album du chantre Paul Chérubin intitulé Révélation. Après la prière de consécration du dit album, la cérémonie de dédicace commence avec un geste symbolique de la part du chantre qui distribue aux malades 12 CD représentant les 12 disciples et 12 tribus d'Israël. Les 12 disciples qui marquent les 12 tribus d'Israël, je voulais les partager, faire une offrande. Commencer d'abord par les malades, donner à quelques malades des CD afin que les paroles qui sont dans ce cantique les touchent. La révélation qui se propage sur la vie afin que la gloire de Dieu se manifeste. Enfin, le peuple de Dieu peut se délecter de sublimes sonorités allant d'un rythme langoureux à un rythme typiquement zouglou. L'adoration matinale, glorieux moment de communion avec Dieu, a refermé ses portes dans une grande effervescence. Rendez-vous est donc pris pour la prochaine adoration matinale, le 20 mai 2017. Sur le continent africain, un mois après sa nomination, le Premier ministre de la RDC, Bruno Tshibala, a dévoilé la liste de son gouvernement. C'est une équipe qui conserve les principaux ministres de l'ancien gouvernement. La RDC est toujours dans l'attente d'un nouveau gouvernement. Un mois après la nomination de Bruno Tshibala au poste de Premier ministre, le pays n'a toujours pas ses gouvernements censés organiser les élections au mois de décembre 2017 conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. La nomination de Bruno Tshibala est l'objet de controverses au sein de la classe politique. Certains jugent malvenu ces gouvernements. Ce n'est pas le gouvernement qui est pratiquement malvenu, mais plutôt les élections que le peuple attend. Si nos politiciens avaient les Congos à cœur, il n'y aurait même pas de gouvernement. On aurait demandé que les secrétaires généraux expédient l'affaire courante, mais parce qu'ils doivent aller au mangeoire pour voir l'argent pour les élections, ils doivent partir là-bas et se partager les postes. Bon, alors, donnez-nous un gouvernement pour que nous avancions. Le rapport de consultation mené par le Premier ministre Bruno Tshibala en vue de la formation du gouvernement a été remis jeudi 4 mai au président de la République Joseph Kabila. Des sources auprès du Premier ministre ont annoncé sa publication dans un bref délai. Du côté des signataires des arrangements particuliers intervenus le 27 avril 2017, ce sont les appels au soutien qui se multiplient. La population a soutenu l'accord du 31 décembre, a soutenu l'arrangement particulier qui a été signé et d'office a soutenu le Premier ministre issu de cet accord, issu de cet arrangement particulier. Donc ce n'est que normal que la population puisse lui faire confiance. En dehors de la population, la communauté internationale, comme ça au moins ça nous permettra d'aller de l'avant et d'aller vers les élections. C'est une équipe de 54 membres qui est attendue au prochain gouvernement, soit 13 de moins par rapport au gouvernement Sami Badibanga. Un exécutif qui se fera sans le rassemblement L. Félix Tshisekedi, considéré comme l'aile radicale de l'opposition. Le gouvernement Tshibala est appelé à organiser les élections en fin décembre 2017, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. Sera-t-il possible de le faire à 7 mois de cette échéance ? Une mission difficile, comme l'estiment de nombreux observateurs. Palma est un village qui était vu comme le symbole de l'avenir radieux de l'économie du Mozambique. Mais le rêve gazier de ce village de pêcheurs tarde à se concrétiser au point de devenir un mirage. Entre cocotiers et plages de sable blanc, le destin du village de Palma, au nord du Mozambique, est sur le point de basculer. D'immenses réserves de gaz ont été découvertes au large de ses côtes en 2010. Depuis, ce pays, parmi les plus pauvres au monde, se rêve en Qatar africain. Grâce à ce projet, nous aurons un décollage, nous aurons de l'emploi. Parce qu'ici, il n'y a pas de travail, nous dépendons de la mer.
Et avec le début du projet, je crois que beaucoup de ces jeunes obtiendront des emplois. En quelques années, Palma s'est déjà transformée, avec le raccordement au réseau électrique, une nouvelle route asphaltée, une banque, des hôtels et des restaurants. Mais pour l'instant, il reste vide. Les projets ont pris beaucoup de retard. Avec la chute des cours des hydrocarbures, les multinationales ne cessent de repousser leurs investissements. Les centaines de familles du village ont pourtant accepté de céder la place aux usines de liquéfaction et aux centrales électriques, non sans quelques réserves. Vous avez vu la taille de nos cocotiers, de nos manguiers, de nos cajoutiers. Ici, nous cultivons des haricots. Tous les produits, tous les aliments, nous arrivons à les faire pousser. Mais là-bas, nous ne savons pas s'il y aura de quoi produire tout ça. Autre conséquence des retards d'investissement, le gouvernement s'est fortement endetté en pariant sur la future manne gazière. 2 milliards de dollars ont été empruntés secrètement au mépris de la constitution mozambicaine et des lois budgétaires. Ces révélations ont provoqué une crise avec le FMI et la plupart des bailleurs de fonds ont suspendu leur aide. Il va falloir beaucoup de temps pour que les Mozambicains voient sur leur table les bénéfices de l'extraction du gaz. Car le gouvernement va d'abord devoir utiliser les recettes pour rembourser ses dettes des années antérieures. Quand les gisements ont été découverts, les premières estimations tablaient sur du gaz liquéfié à l'export dès 2016. Désormais, ce ne sera pas avant 2022, dans le meilleur des cas. De quoi retarder d'autant le développement du Mozambique, où la moitié de la population vit toujours sous le seuil de pauvreté. Un mot d'éducation à présent, l'enseignement de la langue française sera inclus dans le programme scolaire au Ghana à partir de la rentrée prochaine. Le président Nana Akufo-Addo en a fait l'annonce lors de sa visite au Togo, mais sa décision ne fait pas l'unanimité. Au Ghana, la décision du président Nana Akufo-Addo de rendre obligatoire l'enseignement de la langue française dans les lycées fait débat. Chez les enseignants, des voix discordantes se sont levées pour fustiger le projet du chef de l'État. Des parents d'élèves et certains observateurs apprécient la décision du chef de l'État ghanéen concernant l'enseignement de cette langue étrangère qui va faciliter les relations entre le Ghana et ses voisins francophones. Le fait d'apprendre le français va nous faciliter nos relations avec nos 3 voisins déjà. Donc moi j'approuve cette décision. Il faut aussi savoir que le Ghana fait partie de la francophonie. Donc c'est impératif pour un pays qui fait partie de la francophonie de parler le français ou avoir le français comme langue majeure dans le pays. Certains Ghanéens estiment tout de même que l'apprentissage du français ne devrait pas être obligatoire au Ghana. Pour eux, l'État devrait plutôt mettre l'accent sur l'enseignement de certaines langues africaines comme le Yoruba, le Djoula, le Swahili, afin de favoriser l'intégration africaine. Une position que certains observateurs ne partagent pas compte tenu de la place qu'occupe le français à l'international. Les langues africaines sont déjà apprises dans les écoles ghanéennes. Déjà, on peut l'accentuer, mais après, ça reste que des langues. On ne peut pas étudier d'autres matières dans ces langues-là. Le français est la 2e langue mondiale, la 2e langue internationale. Donc déjà, on a l'anglais qui est la première langue internationale. C'est un avantage pour nous. Le fait d'apprendre le français va nous donner un 2e avantage. Dans ce monde qui est devenu un village global, ça va nous ouvrir les cercles pour les Ghanéens. Donc moi, j'approuve cette décision. Ça doit être obligatoire. Ancienne colonie britannique, le Ghana est l'un des pays anglophones de l'Afrique de l'Ouest. Plus d'une 50aine de langues y sont parlées, mais l'anglais est utilisé comme la langue officielle du pays. À noter que le président Nana Akufo-Addo a fait cette déclaration lors de sa visite au Togo du 2 au 4 mai 2017. Gastronomie, les vins sud-africains rivalisent avec les meilleurs dans les classements internationaux, mais les prix ne décollent pas et même les exploitations les plus prestigieuses se sentent menacées. C'est la saison des vendanges dans la région de Stellenbosch. Certains des meilleurs vins sud-africains sont produits sur ces collines depuis 350 ans. Les louanges abondent de la part des critiques, mais les prix restent bas. Il y a cette idée que l'Afrique du Sud produit des vins moins chers. Je dirais que les gens ne sont pas prêts à payer plus de 20-30 euros pour une bouteille de vin rouge et 15-20 euros pour une bouteille de blanc. Et je parle de plafond, donc la moyenne est bien moins élevée. Près de la moitié des 3200 membres de Vinpro, une association de producteurs, perdent de l'argent. 900 d'entre eux ont même mis la clé sous la porte ces 10 dernières années.
Les vins sud-africains sont souvent perçus comme ayant un bon rapport qualité-prix. C'est comme ça qu'ils ont été présentés sur le marché international au début, mais c'est devenu un fardeau. Parce qu'ils ne sont pas juste bon marché, ce sont souvent des vins exceptionnels qui méritent des prix plus élevés. Le secteur viticole emploie près de 300 000 personnes et génère un chiffre d'affaires de 2,6 milliards d'euros par an. Mais peu de Sud-Africains boivent du vin. Les producteurs sont donc obligés de courtiser de nouveaux clients. En termes de pouvoir d'achat, la classe moyenne noire sud-africaine dépasse désormais la population blanche. Donc si vous ne ciblez pas cette catégorie de clients, vous réduisez votre marché de moitié en quelque sorte. Et votre chance de sauver l'industrie diminue d'autant. À l'export, les vins sud-africains souffrent d'une concurrence féroce des vins australiens et chiliens sur leur marché traditionnel en Europe. Le 8e producteur de vin au monde a donc intérêt à trouver de nouveaux débouchés, notamment en Chine et sur le continent africain. À l'international, aussitôt la présidentielle gagnée, le nouveau chef de l'État français Emmanuel Macron s'est lancé dans la bataille des législatives. Il s'agit pour lui de se donner une majorité pour conforter son pouvoir. La page de la présidentielle est à peine tournée que la bataille cruciale des législatives est déjà lancée en France. Elles se tiennent dans un mois, les 11 et 18 juin prochains. Depuis le passage au quinquennat, les élections législatives sont collées à la présidentielle par la loi. Cela dans le but d'éviter au maximum les gouvernements de cohabitation. Dans cette configuration, les Français ont toujours confirmé leur choix. Je pense que le plus gros défi auquel est confronté Emmanuel Macron est de s'assurer une majorité de travail à l'Assemblée nationale pour qu'il puisse gouverner efficacement et mener à bien ses réformes, explique cet analyste. Il est très conscient que la France a de profonds problèmes institutionnels et structurels. Emmanuel Macron, encore un inconnu il y a 3 ans, espère que les Français lui donneront une majorité, comme ils l'ont toujours fait avec un nouveau chef d'État. Le régime semi-présidentiel français se caractérise par un pouvoir exécutif double, un président et un Premier ministre qui travaillent de concert avec le pouvoir législatif. 3 principaux scénarios sont donc possibles. Le mouvement En Marche pourrait obtenir la majorité absolue ou relative, auquel cas il aurait besoin de former une coalition, mais il conserverait la maîtrise de son agenda. Enfin, un autre parti pourrait obtenir la majorité et il imposerait ainsi son propre agenda. La France a connu 3 périodes de cohabitation. Mitterrand-Chirac en 1986, Mitterrand-Balladur en 1993, celles-ci n'ont duré que 2 ans, et enfin Chirac-Jospin entre 1997 et 2002. Celle-ci est intervenue après une décision du président de dissoudre l'Assemblée nationale avant l'échéance prévue. Ce système est critiqué car il entraverait l'efficacité gouvernementale. Aussitôt après la victoire d'Emmanuel Macron, des sondages ont donné En Marche en tête des intentions de vote pour le premier tour des législatives. Mais selon une autre étude, 61% des Français ne souhaiteraient pas qu'Emmanuel Macron dispose d'une majorité absolue à l'Assemblée. Le parti conservateur de la première ministre britannique Theresa May est sorti renforcé des élections locales qui ont eu lieu en Grande-Bretagne. Le parti conservateur a remporté une centaine de sièges supplémentaires. Pour Theresa May, ce scrutin était le premier test de sa mandature, un test réussi. Sur les 88 conseils qui étaient à renouveler dans tout le pays, les conservateurs en ont remporté 28, un résultat encore meilleur que celui des précédentes élections locales. C'est encourageant de voir que nous avons gagné le soutien de l'ensemble du Royaume-Uni. Mais je ne prendrai rien pour acquis, et mon équipe non plus, parce qu'il y a trop d'enjeux. Pour ce vote, l'enjeu n'est pas de savoir qui perd, qui gagne ces élections locales, mais c'est de continuer à lutter pour le meilleur accord sur le Brexit pour les familles et les entreprises du Royaume-Uni. La première ministre britannique sort renforcée de ce scrutin, une victoire de bon augure à un mois des législatives et alors que les négociations sur le Brexit vont débuter. Pour les autres partis, ce scrutin est un échec. UKIP, la formation d'extrême droite europhobe, perd 114 sièges, mais se dit prête à accepter sa défaite puisque les Tories négocient le divorce d'avec l'Union européenne. Le Labour, principal parti d'opposition, perd 320 sièges, une défaite qui risque de renforcer la défiance à l'égard du leader, Jeremy Corbyn. Nous avons eu des résultats difficiles dans la nuit de jeudi. Nous avons maintenant 4 semaines avant les élections législatives, 4 semaines pour envoyer notre message. En Écosse, c'est le parti de la première ministre Nicola Sturgeon, le SNP, favorable à un référendum sur l'indépendance, qui est arrivé en tête.
Le SNP a remporté une élection du Conseil. Nous avons gagné confortablement alors que les conservateurs ont mis sur le bulletin de vote un référendum sur l'indépendance. Ils ont abordé cette question, pas le SNP, et nous avons gagné. Avec ce bon résultat, Theresa May devrait avoir les coups des franges pour négocier la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Une victoire des conservateurs le 8 juin la mettrait, selon elle, en position de force pour obtenir avec les Européens l'accord le plus favorable pour son pays. Sur le continent américain, aux États-Unis, le président Donald Trump a limogé James Comey, le patron du FBI. Selon un communiqué de la Maison-Blanche, James Comey n'était plus capable de diriger efficacement le FBI. Donald Trump limoge le directeur du FBI, James Comey. La Maison-Blanche l'a annoncé hier par courrier à l'intéressé. Dans cette lettre, l'administration Trump estime que James Comey n'est plus apte à diriger le Bureau fédéral d'investigation. Un message lapidaire adressé à celui qui dirigeait jusqu'ici l'enquête sur les liens éventuels entre l'équipe de campagne du président et la Russie. Mais officiellement, c'est pour la façon dont il a géré le dossier des emails controversés d'Hillary Clinton que James Comey a été licencié. Réaction du chef de l'opposition démocrate au Sénat. Si l'administration avait des objections sur la façon dont le directeur Comey gérait le dossier Clinton, ils ont eu ces objections à la minute où le président a été investi, dit-il. Mais ils ne l'ont pas limogé. Pourquoi le faire aujourd'hui ? Nous savons que le FBI enquête sur une éventuelle collusion entre la campagne de Trump et les Russes. Les tentatives présumées d'ingérence de Moscou dans le processus électoral américain font l'objet de plusieurs investigations de la part du FBI, mais aussi de l'agence de surveillance des communications NSA et d'une commission sénatoriale. Toujours aux États-Unis, encouragé par les promesses de Donald Trump de faire revivre l'industrie du charbon aux États-Unis, les mines de Virginie occidentale recommencent à embaucher. Mais pour combien de temps? Suivons cet élément. Durant sa campagne électorale en Virginie occidentale, Donald Trump avait promis de faire revenir l'emploi dans les mines de la région. À l'époque, comme beaucoup de ses amis, Craig était sans travail. Mais récemment, il a retrouvé le chemin de la mine. Jusqu'à présent, Trump tient ses promesses. Beaucoup de choses se passent depuis qu'il est au pouvoir. Nous pensons que nous avons un peu d'espoir, quelqu'un s'occupe de nous. Environ 700 emplois miniers ont été créés dès le dernier trimestre 2016, surfant sur l'espoir suscité par l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le nouveau président a supprimé les normes environnementales instaurées par son prédécesseur et la reprise de l'industrie a continué. Mais pour combien de temps? Avec la concurrence du gaz naturel et d'autres sources d'énergie, le marché du charbon se réduit. Il ne représente plus que 30% de la production d'énergie aux États-Unis, 2 fois moins que dans les années 1950. Les chances d'un retour de l'industrie sont minces, voire nulles. Elle pourrait revivre un peu, mais les jours où la Virginie occidentale exploitait plus de 120 millions de tonnes de charbon sont à peu près terminés. Quelques centaines d'emplois créés en 6 mois, mais des dizaines de milliers perdus en un siècle. En 1940, 130 000 personnes travaillaient dans les mines de Virginie occidentale. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 12 000, soit 2% de l'ensemble des emplois. En cause, le recours croissant aux machines et à des méthodes d'extraction qui nécessitent moins de main-d'œuvre. Dans les années 1920 et 1930, vous aviez 30 à 35 hommes dans chaque section de travail. Et dans la dernière mine où j'ai travaillé, nous avions à peine 7 ou 8 hommes. Donc ça a vraiment affecté l'emploi. La Virginie occidentale reste le second plus gros producteur de charbon des États-Unis, mais c'est aussi l'un des États les plus pauvres. Pour de nombreux spécialistes, l'avenir est à la diversification de son économie. Au Brésil, l'ancien président brésilien Lula da Silva fait face pour la première fois à un juge anticorruption dans le cadre de l'enquête sur le scandale Petrobras. Comment est né ce scandale qui ébranle toute la classe politique au Brésil? Suivons cette vidéographie. L'enquête visant la compagnie pétrolière étatique Petrobras au Brésil a révélé le plus gros scandale de corruption de l'histoire du pays. Avec une production de 2,5 millions de barils de pétrole et de gaz par jour et 86 000 employés dans le monde, Petrobras est l'une des principales multinationales pétrolières. Durant les 2 mandats de président de Lula da Silva, de 2003 à 2010,
Petrobras était le fleuron industriel d'un pays en plein développement. Dès 2009, les enquêteurs découvrent les premiers éléments d'un colossal système de corruption organisée dont Petrobras est le cœur. Leurs travaux mènent en 2014 à l'ouverture d'une vaste opération appelée Lavage Express. Le scandale prend une nouvelle ampleur lorsqu'un ancien directeur de Petrobras, Paolo Roberto Costa, accepte de coopérer avec les enquêteurs en échange d'une réduction de peine. Il accuse près de 50 hommes politiques, la plupart issus du Parti des travailleurs de Lula et de son successeur Dilma Rousseff d'avoir bénéficié de milliards de dollars de pots de vin. Dilma Rousseff, qui n'a pas été inquiétée par la justice pénale dans le dossier de corruption, était elle-même présidente du conseil d'administration de Petrobras sur la période concernée. L'enquête montre qu'un cartel des géants du BTP brésilien payait des pots de vin aux dirigeants de Petrobras ainsi qu'à des hommes et des partis politiques impliqués dans la nomination de ces dirigeants, dans le but de remporter d'importants contrats. Les pots de vin étaient calculés en pourcentage des contrats, surfacturés. La concurrence était inexistante entre les entreprises du BTP, ce qui leur permettait de gonfler les prix. L'argent volé est également soupçonné d'avoir servi au financement de partis politiques, dont le Parti des travailleurs et le PMDB, parti de l'actuel président Michel Temer. Plusieurs politiciens de premier plan ont déjà été condamnés à de longues peines de prison pour corruption et des dizaines d'autres sont impliqués. En avril 2017, la Cour suprême a donné son feu vert pour ouvrir des enquêtes contre une centaine de personnalités politiques, dont plusieurs ministres et environ un tiers des sénateurs. À l'autre bout du monde, sur le continent asiatique, le candidat du parti démocrate Moon Jae-in a remporté largement l'élection présidentielle en Corée du Sud. Ce vétéran de la lutte pour les droits de l'homme est favorable à un dialogue avec le voisin nord-coréen. Moon Jae-in, le nouveau président de Corée du Sud, a prêté serment mercredi lors d'une cérémonie sans fioriture. Je serai le président de tous les Sud-Coréens, a-t-il déclaré. Un président à portée du peuple. Après une campagne dominée par les thèmes du chômage et du ralentissement de la croissance, le nouveau président a remporté 41,1% des suffrages, loin devant le conservateur Hong Joon-pyo, issu du parti de la présidente déchue Park Geun-hye. Le nouveau chef d'État, 64 ans, plutôt de gauche, est un ancien avocat spécialiste de la défense des droits de l'homme. Il s'est immédiatement dit favorable à une forme de dialogue avec la Corée du Nord, une attitude qui tranche avec la rhétorique menaçante de l'administration Trump ces derniers temps à l'égard de Pyongyang. Moon Jae-in va devoir affronter une tâche diplomatique délicate face à ce pays voisin doté de l'arme nucléaire. Sur le plan intérieur, les défis sont nombreux. Le premier, gérer les conséquences du scandale de corruption qui a valu à l'ancienne présidente d'être destituée. Le pays reste aujourd'hui profondément divisé. Madame, Messieurs, c'est ici que s'achève ce journal que nous avons été ravis de vous présenter. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À bientôt.